Et salut à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Salut Sid. Et salut Ray. Et bienvenue à vous donc dans ce vlog sur Mission Impossible de Final Reckoning, le tout dernier épisode de la saga Mission Impossible au cinéma. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise. Normalement. On verra. En tout cas, c'est comme ça qu'il était vendu, qu'il est vendu actuellement. On va commencer justement par peut-être un petit résumé de qu'est-ce qu'on en attendait. Ouais. Non, Mission Impossible, c'est toujours une franchise qui avec des films de grande envergure, d'action, où on est censé en prendre plein la vue. Donc on avait des bonnes attentes, parce que aussi, c'était le dernier. Ouais. Avec Tom Cruise, donc vraiment le chapitre final. Ça suivait la partie 1, sortie en 2022 ou 23. 23, ouais. 2023. Qui était un peu décevant au final. C'était pour la partie, ça a amorcé des choses, mais ça pataugeait un peu et c'était pas le rendu qu'on aurait pu attendre par rapport aux anciennes Missions Impossibles qu'il y avait eu juste avant et qui était où vraiment c'était du pur bonheur. On avait tous un peu préféré Fallout. C'est Fallout. Mais ouais, non, pareil, moi j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient faire pour clôturer cette saga. Et je me suis dit, ils vont mettre le paquet, etc. C'est des films que j'allais voir avec plaisir. Et bon, il était quand même assez attendu, mais on avait une petite appréhension. Est-ce que ça se confirme? Est-ce que ça se confirme pas? Comme d'habitude, on va vous faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Tout sera identifié avec des timecodes dans la description, etc., etc. Il fait son travail avec précision. Mais alors, quel est-ce qu'on a pensé de ce dernier Mission Impossible avec Tom Cruise, 62 ans, le ptio, qui n'est plus si ptio du coup. Et ça se voit un peu à l'écran. Alors, moi, je me suis régalé dans le film. Alors, vraiment, j'ai passé un super moment. Le film fait 2h50, donc je pense 2h40 à peu près, sans les crédits de fin. On peut sentir un petit moment que ça fait long, parce que c'est le cas. Mais l'entièreté du film, je suis régalé, il y a des rebondissements donc, dans tout le film. On est pris dedans, on enchaîne sur de nouvelles situations, on est toujours pris. Et vraiment, j'ai pas senti de moment où je me suis lassé du film, où ça m'a sorti vraiment de la séance. Les scènes d'action avec Tom Cruise, elles sont impressionnantes. Plein de moments dans le film, je me suis dit, wow, ok, c'est vraiment impressionnant. Et tout ce qu'ils ont mis en place, ça m'a eu. Et vraiment, ouais, je suis sorti là, je suis en mode, c'est bon. ok, donc toi, ça t'a conquis. Ouais, totalement. Ok. Ouais, moi, je suis un peu plus mitigé. Le film fait à peu près, on va dire presque 3 heures, 2h45, voilà. Et j'ai senti que la première heure, elle était laborieuse. Vraiment laborieuse parce que il y a un mélange de, il faut qu'on raccroche ce film à la saga, et puis surtout, il faut qu'on rappelle aux gens qui auraient peut-être pas vu ou qui n'auraient plus en tête le premier, Dead Reckoning. Ce qui était un peu notre cas parce qu'on l'a vu il y a 2 ans. J'avoue que je ne savais plus tout. J'avais un peu l'idée de base, mais j'avais pas tous les précisions. Donc, le film est très verbeux. Ça parle beaucoup. Le problème, c'est que c'est beaucoup de l'exposition, pure et simple. Un personnage vraiment plan fixe qui explique à un autre personnage quelle est la situation, pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit ressentir, etc. Et notamment, vraiment la scène d'intro du film, pour moi, est un véritable échec. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Non, mais pas la manière dont ils font appel au passé, mais la manière dont il y a un échange entre deux personnages, avec juste un échange de plans entre un personnage et un autre personnage. Et je me suis dit, la mise en scène, elle a abandonné là. Il ne se passe rien. Visuellement, il n'y a rien. Ouais, mais la symbolique de cette scène, elle est pas dans ça. Oui. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, putain, ok, je suis pas fan. En tout cas, je suis pas fan de cette intro. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais dire, c'est les 5-10 premières minutes. Et en fait, non, parce que pendant toute la première heure, je retrouve un peu un problème que j'avais avec Rogue One dans Star Wars, c'est-à-dire que s'enchaînent plein de petites scènes à droite, à gauche, autour du monde. On déménage, on change d'endroit, avec plein de nouveaux personnages, etc. Et ce qui fait qu'on se fait balader, nous, spectateurs, et on se dit, mais où on va en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça se stabilise un peu, je trouve. Au bout de quasiment 1 heure, les enjeux du film sont posés, on sait ce qui va se passer, et à partir de là, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai souvenir dans les autres Missions Impossibles que c'est un peu le même délire. Ils vont se balader à droite à gauche, ils vont faire des petits trucs. Alors pas sur autant de temps parce que là le film dure beaucoup plus longtemps donc ils étirent peut-être le truc. Mais j'ai souvenir on se balade toujours, on va voir tel personnage, on va recruter un tel et t'as plein de petites scénettes. Ouais, mais pour justement monter l'équipe. En fait c'est des scénettes qui sont un poil plus longues que là je trouve. Ou alors pour monter l'équipe, mais du coup tu vois à peu près le projet qui est de monter l'équipe. Là en fait l'équipe elle est déjà faite au début de ce film. Ouais, et je sais pas, j'ai trouvé que
Le film avait du mal à mettre en place ses enjeux en fait, de manière qui ne... Enfin moi ça m'a semblé très artificiel en fait, voilà. Donc un peu ennuyé pendant la première heure. La deuxième heure je la trouve impeccable. Et la troisième heure je trouve que ça traîne un peu en longueur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être trop de rebondissements, trop de péripéties, c'est trop la merde. Bon, après, c'est les chapitres finaux, il fallait bien que... Enfin, ça peut pas se régler en 2 secondes. Donc, globalement, moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon épisode préféré de la franchise. Et je trouve que pour l'épisode final, en termes d'action, en termes d'enjeu dans l'histoire, oui, c'est bien, mais en termes de plaisir visuel, c'est pas l'apothéose, quoi. On est plus sur un spectre que sur un Skyfall, voilà. Le magnum opus de Mission Impossible ne sera pas le dernier, ce sera un parmi celui que vous voulez. Ça peut être Fallout, ça peut être Ghost Protocol, ça peut être le 3, chacun un peu son préféré. En tout cas, voilà, moi, je trouve que... Genre, je sais pas, si je vais le noter, je lui mettrais un 15, quoi. Pas plus. Ok. Assez déçu par la musique de ce film. En fait, il n'a pas vraiment de thème récurrent, pas de leitmotiv, c'est vraiment de l'efficace pour l'efficace avec du enfin, en gros ça appuie l'action mais ça ne la sublime jamais je trouve. Ouais, Il y a rien musicalement pendant les 2h40 de film, un petit moment d'émotion avec une musique qui marche, c'est vraiment pendant les scènes d'action, limite des fois ça en fait trop. Je pense notamment à un moment où ça m'a presque fait rigoler, la première grosse scène d'action vers le milieu du film qu'on va pas spoiler, à un moment il se passe c'est un peu plus la merde qu'auparavant et t'as vraiment le... Oui. Et là, je me suis dit, ouais. Ouais, bah, ils essayent d'appuyer pour que ça rende... pour en faire plus. Ouais, bah, je trouve voilà, la musique un peu décevante. Pour la réalisation, on n'est pas surpris, c'est vraiment dans la même trempe que les Missions Impossibles précédentes. C'est-à-dire que les scènes d'action avec Tom Cruise dedans, qui joue dedans de manière... Voilà, il est bien net, on voit que c'est lui, on voit que c'est pas une doublure. Ouais, il est mis en avant pour montrer que voilà, il a beau avoir 60 balais, les scènes d'action, il fait des trucs au final, bah, peu de gens arrivent encore à faire à cet âge-là. Ou que même arriverait à faire plus jeune, tout court. Voilà, on voit que c'est lui, mais du coup, ça permet quand même de faire des scènes qu'on ne verra jamais ailleurs, puisque notre acteur principal peut se mettre dans des positions où normalement il faudrait un peu cacher que c'est une doublure, etc. Là, ça permet vraiment de filmer dans le cœur de l'action avec une image nette, sans que ce soit shaky, sans que ce soit cut. Donc ça donne vraiment des scènes d'action impressionnantes et appréciables. Bah après, quand dans le film, t'as le générique de début, que t'as principal acteur Tom Cruise qui apparaît, et derrière, en deuxième, Tom Cruise production, tu sais que le film est orienté vers un seul personnage. C'est Hideo Kojima, produit par Hideo Kojima, parce que Tom Cruise apparaît 4 fois dans le générique d'intro, c'est Tom Cruise Production, c'est même pas le nom d'une boîte, c'est lui. C'est moi qui produis, et ensuite Tom Cruise, et produit par Tom Cruise. Et vraiment, donc c'est vraiment... Donc ouais, le producteur, forcément, il va faire en sorte que tout se passe autour de lui. Ce qui est un peu le sujet du film. Oui, d'ailleurs, il apparaît quand même souvent torse nu dans ce film. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude, ce qui me choque un peu. Et ça m'a un peu fait prouveur du j'ai 60 ans, mais regarde, je suis toujours au taquet physiquement. Ouais, paradoxalement, il se mettait moins torse nu quand il était plus jeune et qu'il avait peut-être le physique. Mais dans les autres Missions Impossibles, tout simplement. Il y avait des moments où il était un peu déshabillé de fête, machin et tout. Mais là, il y a un moment, je pense vraiment après une scène de combat, où il a vraiment, on va dire la chemise comme ça, et genre n'importe qui referait ça, mais lui il reste toute la scène comme ça pour que le pec qui va de là à de là, le pec, il reste vraiment visible, quoi. Après, ça fait partie de la situation de la scène, et ça rajoute un peu à l'effet que c'est censé prouver. Petit point aussi, je trouve que le film est très sérieux du début à la fin, et peut-être trop sérieux du début à la fin. Alors, les enjeux sont absolument pas marrants. Il n'y a pas matière à rigoler quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on essaie de faire, on essaie de sauver le monde, blablabla. Mais il me manque ce que j'aimais bien dans certains Missions Impossibles, notamment celui qui se passait avec le Burj Khalifa, là. Ghost Protocol. Je crois que c'était Ghost Protocol, où parmi des scènes d'action, il y avait des petites scènes avec des petits gadgets ou des petites scènes un peu rigolotes, où, entre guillemets, ce qu'on est en train de faire est absolument impressionnant, mais pas qu'on en rigole, mais il y a des scènes un peu comiques tellement la situation est ubuesque. Plus, là, on est vraiment, c'est lourd, c'est pesant. Plus espionnage, comme on a pu le voir avec du James Bond ou autre, des petits trucs qui vont faire en sorte de dire ah bah tiens c'est drôle ce stylo, vas-y il va exploser, et trouver une situation un peu marrante avec ce genre de truc. Notamment avec Simon Pegg qui était un peu le comic relief de la saga, et qui là a un autre rôle, je trouve. Il est un peu vraiment le numéro 2 de l'agence. Ouais, mais c'est en soi, ça fait un petit moment qu'il est... Ouais, mais du coup, moi je regrette justement que la saga s'éloigne un peu du... on veut que ce soit fun avant tout, quoi. Là c'est impressionnant,
mais il me manque un peu le côté fun. C'est la fin du monde. Ah bah là, c'est la fin du vraiment, monde. le film, c'est la fin du monde. Donc ouais, on est plus sur de l'action que sur de l'espionnage. Oui, t'as déjà eu la bascule qui a été faite depuis 2 ou 3 films. Ouais, mais là je me dis, c'est quand même un film qui clôture la saga et il y a un peu en filigrane des hommages à la saga tout au long. Et je me dis, ça aurait été bien. Moi, d'ailleurs, je l'ai attendu quand je regardais le film. Je me dis, à un moment, ils vont nous faire vraiment une scène espionnage pur et dur, pas d'action, vraiment juste, on arrive à s'infiltrer quelque part ou quoi. Et il n'y a pas vraiment ça, quoi. Un scénario, on va pas le spoiler, mais qui, pour moi, je trouvais inintéressant au début et devient plus intéressant à la fin avec vraiment des enjeux moraux qui sont posés. C'est vraiment. Ce film-là, il te fait comprendre pourquoi la partie 1 a été ratée, enfin pas ratée mais décevante, parce que la partie 1, on amorce un nouveau méchant, on essaye de faire monter les enjeux, mais on n'a pas la finalité, on n'a pas la vision globale de ce qui est censé arriver. De la menace. Forcément, parce que c'est la partie 1. Et avec ce film-là, en fait, le 1 va peut-être prendre plus d'ampleur. Je pense aussi que oui, ça peut réhabiliter un peu le 1, mais parce que justement, il y a cette première heure qui, au forceps, essaie de te dire, regardez, peut-être que vous n'avez pas vu ça dans le 1, peut-être que vous avez oublié ça dans le 1, mais voilà pourquoi on l'avait mis, quoi. Ouais, mais tu vois, ça marche. Enfin, pour moi, ça a marché. Non, ce qu'on peut dire, c'est aussi les personnages principaux. Alors, ceux qui étaient déjà présents là depuis un moment dans Luther et celui qui est joué par Simon Pegg, j'ai pas son nom. Luther, il répète plein de fois, mais... Je sais plus son nom non plus. Et donc les deux qui l'accompagnent depuis déjà pas mal de films, qui sont là un peu plus en retrait, comme si c'était pour laisser la place à des nouveaux. Et après, ils ont fait rajouter des nouveaux personnages, donc déjà présents dans la partie 1 et des nouveaux dans cette partie-là. Ils essayent de leur faire prendre de la place, d'avoir des interactions ou autre, mais ils restent quand même très souvent au second plan. Ouais. La lumière est sur Tom Cruise, c'est lui qui fait c'est son film. Limite, tu changes le nom, tu mets Mission Impossible, Ethan Hunt, et c'est bon, c'est pareil. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas plus d'importance, même s'il y a des scènes qui leur donnent la lumière, mais sur des scènes qui auraient peut-être pu disparaître du montage, et ça aurait pas gêné le film en entier. Donc c'est un peu compliqué, je pense, pour d'autres acteurs d'exister dans un Mission Impossible, sachant que là, c'est le dernier pour Tom Cruise, c'est le club de fin. Ouais, non, je suis un peu d'accord. Les nouveaux qui débarquent là, ou pas nouveaux d'ailleurs, mais anciens un peu secondaires, restent encore très secondaires. Et même quand les autres font un truc de bravoure, il y a toujours, au niveau du montage, à côté, Ethan Hunt qui fait un truc plus impressionnant. Oui, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Même quand eux, ils ont leur moment de bravoure, dans le même temps, on va dire dans le film, paradoxalement, Tom Cruise fait un truc plus impressionnant encore. Ouais, c'est vraiment... Il faut que ça contrebalance pour... Ok, ils ont leur moment, mais en face, Tom Cruise, il boit un café et c'est plus épique. Donc voilà pour notre avis sans spoiler. Donc si de toi, c'est... moi, c'est oui. Adoré. Ouais, je pense dans le top, bien haut Okay. pour l'instant. Et moi, très bien, mais pas celui que j'ai envie de revoir dans l'année non plus. Donc ça reste globalement positif. Je pense que c'est toujours un film qu'il faut voir, c'est sympa. Je pense que ce ne sera pas mon film de l'année, mais bon, c'était quand même un bon moment. J'ai vu bien pire cette année. En soi, on nous a vendu l'épisode Mission Impossible comme le dernier, plus vraiment avec des enjeux et de l'action. Moi, je retrouve ça dedans. Je retrouve... Ouais, toi, le contrat de base est rempli. Ouais, l'émerveillement devant les scènes d'action. Se dire, waouh, ok, c'est bon, je valide. Je me faisais parallèle après le film, dans les John Wick, où c'était de la chorégraphie de combat pure, et vraiment le summum de ce qu'on pouvait avoir en termes de combat, de mise en scène ou autre. Là, c'est un autre pan de film d'action. Pas forcément des combats tout le temps, pas forcément très peu de combats, de scénographie ou autre, mais en fait, c'est plus dans le wow des scènes, et forcément le fait que Tom Cruise joue c'est les propres cascades. Okay. Ça, en gros, tu dis le maître étalon en termes de chorégraphie de combat, c'est John Wick, et le maître étalon en termes de mise en scène d'action, qui soit pas juste de la castagne, tu mets Mission Impossible. Ouais, j'ai ça, vraiment les scènes d'action de cascade. Dire, Mission Impossible a mis la barre très très haute, parce que ce qu'il propose dedans, c'est quand même, à chaque film, c'est quand même impressionnant. On va maintenant passer dans une partie spoiler, où on va pouvoir parler de ces scènes d'action et de ce scénario plus en détail. Restez avec nous si vous avez vu le film ou si ça vous intéresse, même si vous allez vous faire spoiler. Et à tout de suite. Partie spoiler, j'ai 2-3 trucs à dire. Peut-être que toi aussi. Moi, c'est la scène du sous-marin. Ouais, donc, première grosse scène d'action. Enfin, il y en a avant, mais celle-là, c'est vraiment une pour en mettre plein la vue. Et c'est le cas. Toute cette scène-là sous l'eau,
où il se balade entre les deux sous-marins, il se fait aspirer et tout, j'ai trouvé impressionnante. Non, c'est Et ouf. celle-là, la limite entre que ça a été tourné, est-ce qu'il y a une partie studio, est-ce qu'il y a ça a été fait en vrai, vraiment, là, je saurais pas dire. On a des plans en plus d'hyper loin où on voit les sous-marins, on voit Tom Cruise en tout petit, vraiment de loin, donc avec des drones sous-marins, ça peut être fait. Mais avoir un tel niveau de netteté et de. Tout est super bien intégré. Vraiment, C'est le milieu du film et c'est là où vraiment j'ai été au taquet. Ouais, parce que toute cette scène-là, elle est. Là, tu as vraiment les enjeux attention, tu as un timing très serré, il faut que tu fasses ça, Ouais. etc. Ben, là, on retrouve un peu celle où il saute dans la piscine. Ouais. C'est dans quoi? C'est dans Ghost Protocol ou celui le d'après? 5, je crois que c'est peut-être le 5. Le 5? Parce que le Ghost Protocol, c'est quand il monte le Burj Ah oui, Khalifa, et donc c'est en celle relation. d'après. Ouais. Ouais, où pareil, il devait sauter dans une piscine sur un timing. Enfin, Ouais, il y a Un les truc sous l'eau, d'eau, maintenir sa respiration et tout. Là, ouais. donc c'était vraiment un timing serré. Donc là, il y avait un peu ça. Ben, moi, c'est mes scènes que je préfère parce que, en gros, il y a de l'enjeu tout le temps dans cette scène, mais c'est lui tout seul face aux propres capacités de son corps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une poursuite en jeep, c'est pas on te tire dessus, est-ce que tu te prends aucune balle, etc. L'homme face à la nature. C'est l'homme face à son environnement et l'environnement actuellement est hostile. Et je trouve que c'est vraiment une franche réussite. Il n'y a pas un mot qui est prononcé pendant une 10, 15, peut-être même 20 minutes de film à ce moment-là, en tout cas sur la partie Tom Cruise. Et malgré tout, j'étais quand même en mode à quel moment ça va merder? Ouais, c'est ça. Et comment il va s'en sortir? Surtout qu'un peu plus tôt dans le film, il rencontre l'entité et il voit des futurs probables. Ouais. Et on voit des moments où Tom Cruise est sur le sous-marin, où ça se passe mal, des moments où il est dans le sous-marin qu'il recherche avec des missiles nucléaires et ça se passe mal. Donc on a eu ces visions-là de ok, les actions que tu vas faire, ça va mal finir. Et du coup, le moment où ça se passe, on se dit bon, Tom Cruise, il peut rien lui arriver. Mais il y a ce petit doute de ok, il est vraiment dans un endroit où c'est la merde. Et on s'attend à ce qu'il y ait un petit truc qui aille pas. Et justement, c'est ça qui nous tient en haleine de dire à quel moment ça va mal aller pour lui et il va devoir s'en sortir. Mais, parce qu'il y a un gros mais, je trouve cette scène géniale jusqu'à la toute fin. Parce qu'au début, il est dedans, le truc commence à s'affaisser sur lui-même, se remplir d'eau, les missiles tombent, il est coincé, il est obligé d'enlever sa combinaison. Je suis d'accord jusque-là. Allez, tu es à 150 mètres de profondeur, l'eau, elle doit être glacée. Plus parce qu'on voit que le sous-marin, il roule sur la falaise, la falaise sous-marine, elle commence à s'écrouler, donc il descend encore plus. Donc, Moi, jusque-là, j'étais d'accord. Quand il sort par l'écoutille, j'étais d'accord. Et puis ensuite, à ce moment-là, c'est le moment trop what the fuck du film. Il se fait emporter par le sous-marin et qu'il est obligé non seulement d'enlever son oxygène, mais aussi d'enlever son masque. Il est littéralement à poil. Et donc, il est à ce moment-là à plus que 150 mètres de profondeur. Donc déjà, la pression est censée le tuer de base. Et il remonte en une seule inspiration, quasiment jusqu'à la surface, sans jamais décompresser, alors que tous ceux qui ont fait de la plongée à ne serait-ce que plus de 5-10 mètres savent à quel point tes tympans, normalement, vont exploser. Vous avez trop voulu en faire. Laissez-lui au moins son masque pour que quand il remonte, il ait le droit à 2-3 respirations du pauvre air qu'il y a dans son masque pour pouvoir te dire, regardez, vous comprenez qu'en fait, en 2 respirations, il a tout fait, mais au moins, il a 2 respirations. Il montre juste le moment où il commence à remonter et que, plutôt dans le film, on lui dit, si tu remontes et que tu décompresses pas, tu vas avoir les poumons, donc on le voit. Mais même le manque d'oxygène va te faire une douleur intense. Mais... Et du coup, on le voit et après, il remonte en flottant parce qu'il est évanoui. Oui, mais cette scène aurait marché si tu lui laissais le fait que tu fais la même scène où il remonte, c'est 200 mètres, mais où en fait, vu qu'il a arraché le truc, il fait et tu comprends en fait qu'il n'y a plus beaucoup d'oxygène dans le masque. Et là, j'aurais rien dit. Mais là, on a vraiment en plus un plan. Alors le plan est magnifique. Ça se retourne quand il se noie et qu'il remonte et tout. Il est coincé. Et là, c'est Jésus. C'est Superman dans le palais de glace. Enfin, c'est vraiment le surhomme qui a vaincu la nature et tout. Et c'est too much. Là, ça m'a sorti du film. Alors que juste avant, vous aviez fait cette scène qui était géniale, qui était marquante et qui était en train de dire, je suis en train de passer un moment de fou. Et la manière dont vous la clôturez, c'est un toujours plus dont on va reparler sur cette chaîne sans vous spoiler. Mais c'est un toujours plus qui m'a vraiment dérangé. Et voilà. Non, c'est sûr que la finalité, c'est peut-être un peu trop parce que et on n'est pas les seuls dans la salle, il y a plein de gens qui ont vu la scène, ils ont rigolé. C'est vraiment... Ouais, mais tu vois, au lieu de rigoler avec le film, on en rigole de lui, quoi. On va dire là, t'abuses. Et pourtant, c'est peut-être la première fois où il montre ce genre de truc dans un film Mission Impossible. D'habitude, ok, c'est irréaliste parce que Tom Cruise fait des trucs de fou furieux, mais il n'y a pas des moments où il va contre la nature
et contre l'environnement. Toute logique, parce que la deuxième scène d'action sur l'avion, elle est ultra impressionnante. Mm. Mais ça va, il se tient, il se fait machin et Il y a, tout. il y a une mise en scène qui fait que Oui, mais t'y il crois. n'y a rien de presque surnaturel. Ouais. Alors que là, ce qu'il fait, là, on est dans l'impossible Ah oui, normalement, clairement. quoi. Surtout que quand le sous-marin s'est crashé une dizaine d'années auparavant, les gens qui sont sortis du sous-marin, ils sont morts. Et ciao. Bizarrement, Tom Cruise, lui, il ne meurt pas. Donc bon, il y a deux poids, deux mesures. Tom Cruise dans ce film, Ethan Hunt dans ce film n'est pas comme le commun des Oui, mortels. c'est sûr. Alors, j'ai fait le parallèle et je vais le refaire là. On a vraiment Jésus dans ce film. C'est le sauveur de l'humanité. Il est bon, il est désintéressé. Il est vraiment seul contre tous, à vraiment avoir le destin de l'humanité tout entière entre ses mains. La seule personne capable de gérer cette situation, C'est lui. et justement, après cette scène, quand il revient à la vie, telle la renaissance de Jésus dans son caisson, il y a Grace qui le touche, elle est vraiment genre en admiration devant lui, et elle lui dit « Toi seul peux contrôler ce qui menace, enfin l'entité, je suis prêt à te la donner à toi, car toi tu es tellement bon, juste tu prends les bonnes décisions. » Et il a une espèce de fausse modestie qui est « Ni moi, ni personne d'autre. » Mais Oui, parce il dit pas non, j'en suis pas capable, j'ai mes défauts. Il dit ni moi ni personne d'autre. Et c'est vraiment un truc à la Jésus en mode genre non mes fils, je ne suis que votre berger pour le moment. Mais machin, j'étais en mode Oui, oh là là. Le culte de l'ego là, il est posé à un niveau. Ils en sont arrivés. Si chaque film doit être de plus en plus impressionnant, forcément la menace doit être de plus en plus haute. Et on démarre juste au début où il doit récupérer une liste d'agents dans le 1. Donc c'est propre aux US, et après de film en film, ça va augmenter la menace, sauf qu'arrivé à un moment donné, la menace elle peut pas être plus grande que le monde. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont l'IA qui peut détruire le monde littéralement. Et ce sujet-là, au final dans celui-là, on voit bien où il veut en venir, qu'est-ce que cette IA veut faire, et ça prend du sens, ça amplifie du coup le 1, comment se comporter, et ça reste très plausible. Pendant une longue période du film, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il faut absolument lancer des missiles avant que l'IA prenne le contrôle des missiles américains, parce que je me dis, si elle prend le contrôle des missiles, elle va les tirer quand même. Pourquoi est-ce que vous voudriez frapper avant de plus avoir? Les Américains? Ouais, et c'est plutôt tard dans le film qu'ils expliquent qu'en fait, si nous on frappe les zones où ils peuvent lancer, alors ils pourront pas lancer. Donc en fait, c'est un petit mal pour un bien. J'ai mis du temps à comprendre, mais une fois que j'ai compris, c'est intéressant. C'est le fameux dilemme du trolley, c'est-à-dire est-ce que vous tuez un petit nombre de personnes, en l'occurrence quelques centaines de millions, Pour sauver. pour en sauver des milliards, ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à être la personne qui tue des centaines de millions, ou peut-être bah, même c'est un milliard, pour sauver les... Voilà, mais c'est c'est- vraiment une responsabilité. C'est le deal, enfin le compromis qui montre bien, qui explique bien Pendant dans la le film. première heure, moi je l'avais pas ce compromis. Non, Et parce- c'est du coup à la fin, dès que la présidente arrive, là je trouve que Les enjeux les mondiaux. enjeux et les dilemmes moraux qu'elle a, je trouve que c'est ultra intéressant. Le problème que j'ai avec ce film, c'est que Ethan Hunt a aucun défaut. Je reviens un peu sur ce que je disais avant. Il n'a pas de faille. On s'attache un peu moins à lui. La seule faille qui est exploitée dans le film, c'est qu'il refuse de laisser mourir les membres de son Ouais. équipe, tu vois. Mais il n'y a pas un petit moment où il a un peu d'ego, où il s'énerverait en mode « je vous en supplie, écoutez-moi, machin ». C'est toujours genre, ce mec est au-dessus de la mêlée en mode genre « faites-moi confiance, je ne peux pas vous dire ». Il a Mais il faut que vous ayez foi Ouais, en moi. il a Tu toujours sais, le- il a ce côté un peu genre je ne peux pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Vous êtes trop Ouais. con. Moi, j'ai la vision suprême. il a toujours les bons choix. Au Il a final, toujours les bons choix. Les gens lui font confiance parce que aussi par concours de circonstances, la présidente elle lui file un papier, il va voir l'amiral, l'amiral elle lui fait confiance. Elle fait pas confiance à Tom Cruise, elle fait confiance à... oui, non mais ça c'était bien fait. Mais tu vois, par exemple, la scène où Grace essaie de négocier avec le Russe quand ils sont Oui. sur l'île de Saint-Mathieu. Là, c'était un dialogue qui était très bien, je trouve, parce que il y a ce fameux est-ce que vous me croiriez si j'étais dans votre celui-là, position? il Et ensuite, c'est renversé. Et en fait, Grace essaie de convaincre ce que Tom Cruise est censé faire avec chaque intervenant, mais qu'il n'a pas besoin de faire parce que scénario. Quand Grace essaie de convaincre quelqu'un, le mec lui dit « Est-ce que vous me croiriez si... Ouais. et là, tu te dis « Ben non, en fait ». Et donc, tu te dis « Oui, mais Tom Cruise, lui, en fait, il y arrive. il y arrive parce qu'il a ce petit air penaud tout au long du film en disant Parce qu'il a un background, il a déjà sauvé les States 6 fois, donc « Oui, il le croit. mais pas que les States, le monde. » Parce que c'est Jésus, en fait. Et, donc, et le problème, c'est qu'à la fin, c'est même plus Jésus, c'est Dieu, littéralement, Ouais, parce ouais. qu'on lui donne le pouvoir d'être un dieu et il est un dieu. Ouais, allez, voilà. Et une fois que tu as accepté ça, enfin, vaut mieux accepter ça pour mieux apprécier le film. Est-ce que c'est dérangeant? Non, parce que tu sais, au fil des films, et l'importance qu'a Tom Cruise dans cette franchise,
tu sais que tu vas voir le film auto-centré sur lui. Donc tu sais que le scénario va être vraiment sur lui et c'est lui qui monte là. Ce que ça donne, c'est que ça donne la scène où il est en train de s'entraîner dans le sous-marin. Et vu que personne ne peut remettre en cause la vision du monde de Ethan Hunt, le mec qui essaie de l'assassiner, c'est un fanatique quasiment religieux de l'entité qui veut faire gagner l'entité. Mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'opposition de fond avec Tom Cruise. Il n'y a pas d'opposition, c'est juste genre, moi je suis un méchant parce que je crois en l'entité, tu veux tuer l'entité, donc j'essaie de te buter. Et c'est plus intéressant quand il y a un combat entre deux personnages qui ont des oppositions de fond. Ce que n'a pas Tom Cruise dans ce film avec qui que ce soit, parce qu'il détient la vérité suprême. avec Gabriel, le méchant. Oui, avec Gabriel. Alors voilà, on va parler un peu de Gabriel. Voilà. Et le seul avec qui il a une opposition de fond, c'est que Gabriel veut contrôler le monde et devenir le mec qui contrôle le monde, et Tom Cruise est désintéressé. Contrôler l'entité. Alors, Gabriel, mais un peu tout le monde dans ce film, c'est tout le temps. Le mec sait où tout le monde va aller, et s'il trouve tout le monde, toujours avant tout le monde. Il a été pas le bras droit, mais de l'entité dans le 1. Comme il a échoué, il se fait dégager. Donc ouais, il doit encore avoir des infos, des manières de tout observer. Ouais, mais bon, quand ils vont dans le bunker en Afrique du Sud, il y est déjà, quoi. Oui, mais mais il a dit qu'il attendait là-bas. Parce que tout ça, il a déjà vu qu'il est rentré dans la machine pour parler à l'entité. Ouais, d'ailleurs une scène que je trouve ratée aussi parce que c'est de l'exposition mal faite. Je trouve la mise en scène n'est pas terrible. Et du coup, lui, il savait déjà comment ça allait se passer. Il avait lu le script. Il avait le script dès le début. Plus que Tom Cruise. Sauf qu'après, il est sorti de la production du film. Donc il s'est dit, bon, je vais créer mon propre film. On va dériver. L'entité n'étant pas physiquement incarnée, elle est moins... Impressionnante. Ouais, moins la menace. Il faut donc un mec qui l'incarne. Et Gabriel, je trouve, l'incarne mal parce qu'il a ce côté méchant des années 80, en mode peut-être un peu surjeu. Ha 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 ha, rattrapez-moi, vous ne m'aurez pas. Oui. Et la manière dont il meurt, alors là, non, à l'aide. Tout le film, comme tu dis, il est peut-être un peu suffisant. Il sait tout sur tout. Il a ses petits jeux de regard, ses petits sourires. Il est en mode, ouais, vas-y, tu penses ça. Hop, petit sourire en coin. Ou dès qu'il se passe une action, petit sourire en coin. Et je trouve que ça marche parce qu'on le. Oui, il s'amuse, lui. Mais... Il s'amuse, il sait comment tout va se dérouler. Et il est en mode, oh, vas-y, fais ça, t'inquiète, c'est bon. Mais oui, sa mort vraiment est catastrophique. Bah, la scène de l'avion, elle est très impressionnante et ça se tient. Il joue un peu trop avec lui parce que dans la vraie vie, si tu veux t'en sortir, là, il essaie de casser son avion. Il te dit à un moment, en fait, je vais te faire t'écraser et je vais récupérer le disque dur. Mais moi, je lui ai dit, mais en fait, si tu te fais écraser l'avion, le disque dur, il est détruit et donc ton plan échoue. Donc, j'ai trouvé que l'écriture de Gabriel sur la toute fin, elle n'était pas très logique. Pourquoi est-ce qu'à ce point-là, il reste autour de lui et il n'entend pas l'avion, il fait comme ça alors qu'il est juste en dessous, Tom Cruise et tout. Ouais. Enfin bon, il y a des trucs qui m'ont semblé. Il le tape, donc il est Mais tu vois, le moment où il contrôle avec le pied pour s'accrocher, là j'étais en mode ouais, l'action est bien. Ouais, comment vous allez finir cette scène qui dure quand même un certain temps et cette fin du méchant depuis 2 films et même la manière dont juste Tom Cruise le bat, c'est-à-dire que j'arrive à ton niveau et je te fous un punch. Ouais, après il veut s'enfuir, sauf que il se prend l'aile de l'avion. Ouais. Et ça, c'est bon. Gabriel, désolé, tu ne resteras pas dans l'histoire comme un bon méchant. Non, parce que ça n'a pas marché. Enfin, déjà, sa mort est ratée. Et ouais, tout combat final dans cette scène d'action, il a pas apporté le... La chorégraphie est tellement bien dans Tom Cruise qui essaie de rester sur l'avion qu'ensuite la chorégraphie du combat, elle est compliquée. Mais après, parce que je pense que ça a vraiment été tourné. Et que l'autre, par contre, il va pas sortir, se mettre debout sur l'avion. Mais du coup, quand t'as vu ce qui se passe avant, tu te dis, je sais pas, il va se passer un truc de dingue. Et en fait, la toute fin, c'est pas un truc de dingue. Il lui casse le bras et c'est fini, en fait, ce qui est dingue, c'est le fait qu'il d'abord grimpe sur le premier avion, il arrive à se débarrasser du pilote, il arrive à reprendre le commandement de l'avion. Non, mais en fait, c'est vraiment mais le moment où il plante les couteaux dans le... Là, c'était bien, tu vois, je me suis dit, ils vont faire un truc comme ça, en fait. Non. Pas vraiment. Le couteau reste coincé et Gabriel est un peu en mode... Après, tu vas se limiter quand même, parce que le mec, il est assis dans son cockpit, il peut pas bouger. Oui, mais en fait, la première scène de l'avion, Tom Cruise, il monte sur l'avion, il punch le mec, il récupère l'avion rouge, et puis le deuxième, il monte, il punch le mec et il récupère l'avion jaune. Et là, tu te dis, Gabriel, qui est le méchant, qui arrive pas à sortir son couteau quand il voit qu'il y arrive pas, il peut faire ça pour bloquer un point, tu vois. Là, il fait vraiment en mode Oui, bon. Et alors, Tom Cruise ne meurt pas. Non, c'était la question. Est-ce que Ethan Hunt va mourir pour sauver le monde? Le problème, c'est qu'à partir du moment où il n'est pas mort dans la scène du sous-marin, tu peux pas le faire mourir. Tu peux pas le faire mourir à la fin juste en tombant d'un avion. Et moi, je me suis vraiment dit, ok, ça s'est tellement mal passé dans la scène du sous-marin, qu'il revient tellement de plus bas que ce qu'il avait prévu et sans son équipement et tout, que ils vont avoir des couilles énormes et que Ethan Hunt va mourir
là, à peu près à la moitié du film, parce que personne d'autre que lui ne pouvait faire ça, et il a déjà fait un truc surhumain, et ensuite, justement, passage de flambeau, le reste de l'équipe va réussir à s'en sortir. Et à partir du moment où il revit, je me dis, en fait, si t'as survécu à ce point-là, quand tu le vois avec son parachute brûle. D'ailleurs, très bien fait cette scène-là, je me demande... Ouais, t'as la fumée dans le parachute, on se dit, bon, ok. En fait, il déploie le parachute d'un coup qui s'enflamme instantanément avec l'oxygène. Je fais, À partir du moment où voilà, je vois juste ton parachute, je fais ok, bah tu n'es pas mort. On parlait de la scène du sous-marin qui est la première grosse scène d'action de Tom Cruise. La deuxième, c'est vraiment l'avion et la mise en scène, la chorégraphie à travers les avions. On voit qu'il est vraiment dans les airs et qu'il pilote. Oui. C'est pareil, c'est à couper le souffle, c'est impressionnant. Genre, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et puis tu vois que quand il tient par la force de ses bras. Il a sûrement un cordon de sécurité qui a été effacé numériquement, mais quoi qu'il arrive, quand il tourne et qu'il... Mais du coup, tu dis quand même, tu montes à l'extérieur d'un avion au décollage et tout, oui, il est tenu, mais c'est la pression que ça a sur le corps de ce ça se voit d'ailleurs sur son corps, parce que au moment il est contre le vent et le truc est en piqué, et tu vois ses cheveux qui sont vraiment en train de se plaquer, et sa visage qui fait comme ça, parce que et puis ils sont hauts à des moments. Donc tu dis, bah ouais, là, il n'y a pas vraiment de trucage. Sur 2h40 de film, la première scène met vraiment du temps à arriver. Et après, je pense les dernières 40 minutes, c'est action non-stop, avec cette scène qui dure un peu peut-être trop longtemps, avec peut-être un peu trop de rebondissements. Je rejoins ce qu'a dit un pote, le moment où ils sont dans le bunker et qu'en fait t'as les hommes de Gabriel, puis après que t'as le FBI ou la CIA qui arrive, et puis qu'ensuite t'as les hommes de Gabriel, et t'es en mode bon, puis après il y a une bombe, et puis t'es en mode... Ouais, mais c'est vraiment... On te monte pour... Voilà. Il y a peut-être un peu de too much qui fait que t'en arrives à presque à être lassé de la fin de la scène d'action. T'es en mode, bon, là, ça fait 40 minutes qu'il est dans les airs. Ça fait 20 minutes que tu le fais valdinguer. Tu vois bien que le mec ne tombe pas. Je sais pas, fait quelque chose, quoi. Bah, il fallait finir en apothéose. S'il y avait le couteau, là, plutôt que d'attendre pour le planter, il fallait lui jeter dessus. Le couteau, tu le lances, il va plus directement. C'est pas plus débile que sa mort au final. Oui, là, pour le coup, en mode, et là, tu as un petit plan sur Tom Cruise, tu fais ok, c'est bon, merci. Bon, et pour clôturer, alors l'avenir de la saga. Il n'est pas mort. En gros, tu comprends que la dernière scène est une scène d'adieu en mode tu as le pouvoir de Dieu entre les mains, va t'isoler et ciao. etc. Et va profiter de ta vie. Mais tu peux toujours revenir en fait. Pour moi, le prochain, c'est lui le méchant. Il peut pas. J'aurais été d'accord avec toi si tout ce que je viens de dire là, il est tellement bon, juste Dieu, Jésus, tout ça, tu ne peux pas être le méchant. En plus, ils l'ont déjà fait dans Fast and Furious et c'était naze parce qu'en fait, c'était pas vraiment le méchant, mais ils pouvaient pas dire. En fait, ce genre de scénario repose sur le fait que le personnage principal, que ce soit Toretto ou Ethan Hunt, sache un truc mais qu'il peut pas le révéler aux autres et pour ça, il doit faire du mal à sa propre équipe et tout. Tu vois que en gros, où il est manipulé, machin et tout. Il a l'entité entre les mains, tu te dis. Allez, il y a un monde. Non, en fait, s'il a déjà qu'Ethan Hunt était Jésus, maintenant avec l'entité, en fait, il contrôle le monde entier. Il peut contrôler le monde. Voilà, de manière analogique, c'est lui, et de manière numérique, c'est l'entité. Donc en fait, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc à voir s'ils vont tenter de faire des spin-offs avec le reste de son équipe, même si je pense que tu vois, Simon Pegg, ça fait 8 films, mais là, il en a marre. Là, voilà, il apparaît en perso. Mais Grace, avec le petit jeune de la CIA, là. De gars ou de gars. Ouais, de gars, voilà, lui là. Il m'a manqué une petite scène, ça y est dans le film, mais ça y est pas vraiment. C'est une scène avec des masques, par exemple, ce qui est iconique de la saga, notamment dans le 2, ils font des caisses, dans le 1, dans le 3 aussi, c'est intéressant. Dans la partie 1, surtout. Ouais, mais là, en fait, il y a une scène qui se retrouve être une scène de baston un peu lambda, et au final, ils enlèvent. Et en fait, c'était des masques depuis le début. Ça participe à ce côté un peu manque de fun, je trouve. Les masques, c'est vraiment, on les a mis une demi-seconde dans le scénario. Regardez, c'est Mission Impossible, il y a des masques à un moment. Au lieu de trouver encore une petite manière vraiment sympathique de les utiliser. Ouais. La scène d'intro où il y a le dialogue entre Ethan Hunt et un message vocal de l'entité. Non, de la présidente. Ah oui, la présidente, ouais. Et ils remettent plein de scénettes des autres Missions Impossibles. Moi, ce passage, j'ai beaucoup aimé. En fait, vu que c'est la partie finale, voilà, il remonte en disant oui, Ethan, tu as déjà fait d'innombrables missions pour sauver les États-Unis et le monde. Et on voit plein de passages de toutes les Missions Impossibles pour justement rendre hommage à tous les films d'avant. Celle-là, ok, ça apporte rien au scénario. Non, mais moi, ce que je reproche, tu as gros plan de Tom Cruise et tu as l'entité qui est un rond sur fond bleu. Je sais pas, fais tourner un peu ta caméra, change un peu, parce que vraiment, le plan de Tom Cruise, c'est le même, et le plan fond bleu, c'est le même. Ils auraient pu mettre en scène la manière dont la présidente... Un petit effort pour que ce soit pas juste du champ contre champ de deux plans bleus, le bleu et le jaune, le bleu et le jaune, le bleu et le jaune. D'habitude,
les ordres de mission dans les autres missions possibles. Tom Cruise qui met un truc dans un lecteur Oui. CD, et après ça se détruit en bout de 5 secondes, donc c'est le même délire. Je sais pas, j'ai en tête celui du 2 parce que je l'ai vu plein de fois gamin. Il fait son escalade, une fois arrivé en haut, il a son oreillette et t'as la caméra qui tourne autour de lui pendant qu'on lui Ouais. explique. Et tu vois qu'il est à un endroit impressionnant. Et ensuite, ça se. que là ils ont Ça se jette, etc. Et là, en fait, il y a ce minimalisme du début qui est voulu, c'est clairement voulu. Mais qui fait que le début du film, j'étais en mode bon. Ah, je sais pas, moi j'ai de suite été pris dans justement le côté flashback. Ouais, Ça mais va- voilà, je trouve que c'est un flashback un peu superficiel parce qu'on te montre des images avec une voix off qui t'explique ah c'était bien Ouais. quand même. Et dans les appels du pied au passé, notamment le coup des masques, c'est vraiment exécuté en 2 secondes. Oui. Donc tu prends le temps de faire une scène d'intro assez fixe, assez figée, assez lambda, où regardez les films d'avant, il s'est passé tout ça, c'était bien. Et quand il faut faire appel un peu à puiser dans le passé, à part le coup de la patte de lapin qui vraiment utilise le passé de manière intelligente, sinon... Et Oui, il y a un moment, il dit on n'a pas dit que dans le 3, il a laissé sa femme mourir ». Je suis un peu en mode ça sort de nulle part. Non, pas ça, le mec qui retrouve sur l'île de Saint-Mathieu. Oui, ouais. Mal écrit d'ailleurs, on notera, il y a 2 T. Qui soit le mec dans le bunker de la CIA, dans le 1. En gros, ils ont essayé de rattacher. Ça, c'était cool. de relier ça, les films. C'était un truc cool. Mm. Et d'un coup, ça m'a cassé les couilles parce qu'au début, tu te dis, oui, en fait, les actions d'Ethan Hunt ont des conséquences. Et au final, les conséquences sont incroyables pour le personnage. Ouais. Parce que, en fait, tu m'as fait virer, tu m'as fait me faire bannir sur une île perdue. Et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Grâce à toi, Ethan Hunt, je suis le plus heureux que j'aurais jamais été. Pourquoi genre, il pouvait le dire d'une autre manière, en mode finalement, cette vie, j'ai appris à l'aimer Ouais, et j'en suis content. Mais c'est pas ça. Au début, c'était dur, mais après, voilà. Il lui dit vraiment merci Jésus, voilà quoi. Voici notre avis sur Mission Impossible de Final Reckoning. C'était plutôt bien, c'était très bien. Très très bien. Nous, on se reverra pour des prochaines vidéos. Le prochain vlog Superman, si ce n'est un avant, on va voir. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que le prochain vlog qui est sûr et certain, ce sera Superman début juillet, si je ne me trompe pas en termes de date de sortie. Peut-être que d'ici là, j'arriverai à finir une vidéo que je promets depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des choses qui viendront sur la chaîne. Sinon, ce sera plus tard. N'hésitez pas en tout cas à nous soutenir en partageant la vidéo, en laissant un commentaire, en mettant le petit pouce bleu. Tout ce qui sert pour les À vidéos. parler de nous à vos amis et à nous suivre sur les réseaux sociaux que sont Blue Sky, que sont X Twitter, que sont Instagram et TikTok, n'est-ce pas? On se lance chez les Gens maintenant, c'est bon. Je suis vieux. Tous ces liens sont dans la description et quant à nous, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous!